Harald Hardrada, considéré comme peut-être le roi viking le plus belliqueux de l'histoire, reste immortalisé aussi bien dans les sagas que dans les chroniques. Pour beaucoup, Harald était un roi guerrier légendaire, un héros d'une férocité et d'une renommée sans égale. Pour d'autres, il était le plus détesté des scélérats. Son nom, Hardrada, signifiant conseil sévère ou souverain dur, n'était qu'un de ses nombreux surnoms redoutables. La vie de Harald était une tapisserie tissée de sang et de tonnerre. Sa première bataille fut livrée à l'âge tendre de seulement 15 ans. Son épée a combattu à travers le monde connu. Des royaumes glaciaux de Scandinavie jusqu'aux côtes brûlées par le soleil de la Méditerranée, des terres anciennes d'Asie mineure et de Sicile jusqu'à la Terre sainte sacrée, et des Balkans jusqu'à la grande ville de Constantinople. Harald avait vu la majeure partie du monde connu de ses propres yeux, pour finalement combattre sur les champs d'Angleterre. Les mots du chroniqueur Adam de Brême désignent Harald comme un chef de guerre sanguinaire. En Norvège, de grands événements eurent lieu à cette époque. Le roi Harald surpassait toute la folie des tyrans par sa sauvagerie féroce. Cet homme a détruit de nombreuses églises. De nombreux chrétiens furent torturés à mort par lui, mais c'était un homme puissant et renommé pour les victoires qu'il avait remportées auparavant dans de nombreuses guerres contre les barbares en Grèce et dans les régions scythes. Cependant, après être revenu dans sa patrie, il ne cessa jamais de faire la guerre. Il était la foudre du Nord, un fléau pour tous. Aujourd'hui, Harald est vénéré pour son esprit de guerrier, sa saga résonnant avec la grandeur d'un conte épique fantastique, sauf que la vie de cet homme était bien réelle. Son héritage est fait de gloire, de victoire et de conquêtes. Pourtant, sa fin marquerait aussi le crépuscule d'une époque où les Vikings projetaient une longue ombre de terreur à travers le monde. Ceci est l'histoire épique de Harald Hardrada. Harald était né en Norvège en l'an 1015. Son père, Sigurd Syr, était le roitelet de Ringerike, et on disait qu'il était l'arrière-petit-fils de Harald à la belle chevelure, le premier roi de Norvège. Selon la saga Heimskringla, Sigurd Syr était un homme très prudent et modeste, mais aussi très riche, possédant de nombreuses grandes fermes. La mère de Harald s'appelait Åsta Gudbrandsdatter, et elle avait un fils issu de son premier mariage, nommé Olaf, qui avait 20 ans de plus que Harald et était roi de Norvège à la naissance de Harald, ce qui faisait de Harald le demi-frère du roi. Harald aurait également 2 frères aînés du même père et de la même mère, nommés Guttorm et Halfdan. Dans sa jeunesse, Harald montrait des signes d'un esprit rebelle avec de grandes ambitions, prenant son demi-frère Olaf comme modèle. Cela le distinguait de ses 2 frères aînés, qui ressemblaient davantage à leur père, étant pragmatiques et principalement préoccupés par l'entretien de la ferme. Ainsi, Harald a grandi sous le règne de son frère aîné, immergé dans les récits des expéditions d'Olaf. Adolescent, Olaf avait été mercenaire, combattant pour le roi d'Angleterre, Ethelred le mal avisé. Harald entendait parler des exploits d'Olaf, naviguant avec ses dracars sur la Tamise jusqu'au pont de Londres, terrassant le prince Knut et réclamant finalement son trône ancestral de Norvège. En tant que plus jeune fils, Harald vivait dans l'ombre de ses frères aînés, mais son esprit était agité et le dernier fils était prêt à tout pour faire ses preuves. On disait que lorsque Harald avait 3 ans, Olaf était venu visiter son domaine royal de Ringerike. Là, Asta présenta Harald et ses 2 frères aînés, Guttorm et Halfdan, au roi. Quand Olaf prit les garçons plus âgés sur ses genoux, ils baissèrent les yeux devant lui. Mais lorsqu'il fit de même avec Harald, le garçon le regarda droit dans les yeux. Et quand Olaf lui tira les cheveux, Harald tira la moustache du roi et Olaf lui dit « Un jour, mon parent, tu seras un combattant. » Le poète islandais Snorri Sturluson a également écrit cela dans un épisode concernant un jeune Harald et ses frères. Le roi Olaf appela Guttorm et Halfdan auprès de lui, et il demanda à Guttorm « Qu'est-ce que tu désires le plus ?» Guttorm répondit « Un champ de blé, tout le champ là-bas, qui s'avance dans le lac. » « Ce serait beaucoup de blé là-bas, dit le roi. Puis le roi demanda à Halfdan « Et toi, qu'aimerais-tu avoir le plus ?» Halfdan répondit « Des vaches, si nombreuses que lorsqu'elles descendront boire,
Elles se tiendront toutes côte à côte autour du lac. Ce serait une très grande ferme, dit le roi. Puis le roi demanda finalement à Harald, « Et toi, qu'est-ce que tu voudrais par-dessus tout ?»« Des soldats, répondit Harald, tellement nombreux qu'ils mangeront toutes les vaches de Halfdan en un seul repas. Le roi rit et dit, « Tu élèves un roi ici, mère. » Les deux récits montrent comment Olaf reconnut en son jeune frère Harald un futur roi et guerrier, annonçant ainsi ce qu'il allait devenir. Le demi-frère de Harald, Olaf, admirait la façon dont l'empereur Franc Charlemagne avait utilisé le christianisme pour unifier son royaume. Après son baptême et son retour en Norvège, Olaf se lança dans une mission pour convertir ce pays encore largement païen, n'hésitant pas à mutiler, aveugler ou tuer pour atteindre ses objectifs. Il fit venir des évêques d'Angleterre, de Normandie et d'Allemagne et chercha à imposer le christianisme dans les régions de l'intérieur, qui étaient les moins en contact avec le reste de l'Europe. Les anciens temples païens furent détruits et des églises furent construites sur leurs ruines. Tous ceux qui tentaient d'intervenir étaient impitoyablement éliminés au nom du nouveau Dieu. Cependant, cette dévotion religieuse extrême s'aliéna ses nobles. Ils commencèrent à voir Olaf comme un fanatique qui ne respectait pas la religion de leurs ancêtres, ce qui les poussa à inviter Knut, le roi régnant à la fois sur le Danemark et l'Angleterre, à annexer la Norvège à son empire de la mer du Nord. Les rois nordiques retraçaient souvent leur lignée jusqu'à Odin, et le rêve d'Olaf de convertir tous ses sujets au christianisme poussa ces jarls et seigneurs, dont beaucoup croyaient encore aux anciens dieux, à se retourner contre lui. Par conséquent, Olaf fut contraint à l'exil en Russe de Kiev. Pendant son exil, Knut installa Hakon Sigurdsson, le jarl de Lade, comme gouverneur de la Norvège. Cependant, seulement 1 an après le début de son règne sur la Norvège, Hakon se noya et mourut en mer. Olaf, depuis son exil en Russe de Kiev, allait alors préparer une expédition militaire pour reprendre le trône. Olaf était soutenu par le roi suédois Hanund Jakob, qui voulait affaiblir le pouvoir de Knut. Il fournit à Olaf 400 hommes et des guides pour l'escorter en toute sécurité jusqu'en Norvège. L'exil d'Olaf fut sans aucun doute difficile pour Harald. Son frère aîné avait été roi d'aussi loin qu'il s'en souvienne, et Harald considérait Olaf comme un homme d'action et un héros. En apprenant les mouvements d'Olaf, Harald dut prendre une décision cruciale, rester à l'écart de la guerre à venir ou en devenir l'un des principaux guerriers. Toujours aussi impatient, Harald rassembla 600 hommes des hautes terres pour rejoindre Olaf et ses troupes. Après un accueil chaleureux, Olaf rassembla une armée plus grande, ce qui mena à la bataille de Stiklestad le 29 juillet 1030, où Harald combattit aux côtés de son frère. Cette bataille faisait partie d'un effort pour rétablir Olaf sur le trône de Norvège, qui avait été saisi par le roi danois Knut le Grand. Selon les sources, Olaf mena son armée de 3600 hommes à travers la Suède, traversant les montagnes jusqu'à la vallée de Verdal, à environ 80 km au nord de Trondheim. Ils arrivèrent à Stiklestad, une ferme située dans la partie inférieure de la vallée, où la bataille légendaire se déroula, telle que racontée par Snorri Sturluson dans son œuvre renommée l'Heimskringla, écrite 2 siècles plus tard. Bien que Knut fût absent de Norvège, sa cause fut défendue par la soi-disant armée paysanne, une force composée des jarls et des chefs et de villageois qui lui étaient fidèles. Harald, âgé de seulement 15 ans à l'époque, rejoignit son frère au combat, avide de tremper son épée dans le sang de ses ennemis. À la tête de son contingent d'hommes, Harald, malgré les souhaits de son frère, se jeta dans la mêlée et affronta l'armée paysanne à Stiklestad. Un skald a écrit ceci à propos du rôle de Harald dans la bataille. « J'ai entendu dire que le seigneur était en difficulté au combat, mais Harald s'est bien battu pour son frère. » Cependant, le destin n'a pas favorisé Harald et Olaf ce jour-là. Selon les sagas, Olaf s'est battu vaillamment, tuant de nombreux guerriers, mais il a finalement été mortellement blessé. Il a reçu un coup de hache au genou, une entaille d'épée au cou et une lance fatale qui, passant sous sa cotte de maille, lui a transpercé le ventre. À la mort du roi, son armée perdit espoir et se dispersa, laissant Knut comme le souverain incontesté de la Norvège
et de son empire de la mer du Nord. Harald, qui s'était battu avec détermination pour son frère et roi, fut lui aussi grièvement blessé. Sa première expérience du combat fut une défaite écrasante, et elle faillit aussi lui coûter la vie. Harald fut néanmoins remarqué pour avoir fait preuve d'un courage considérable et d'un certain talent militaire pendant la bataille. Il se trouvait même sur le flanc gauche de la légendaire tactique du groin de sanglier, une formation en coin utilisée pour percer les lignes ennemies. Après la défaite à la bataille de Stiklestad, Harald, aidé par l'un de ses nobles, réussit à s'échapper vers la maison isolée d'un paysan au cœur d'une forêt de l'est de la Norvège. Autrefois, le frère cadet du roi de Norvège, Harald, désormais marqué par la guerre et blessé, vivait en exil, dépendant de la miséricorde d'un homme du peuple. Le paysan, ignorant la véritable identité de Harald, le cacha et soigna consciencieusement ses blessures, poussé simplement par le désir de guérir ce jeune homme blessé. Alors que Harald chevauchait avec cet homme entre deux forêts inhabitées, Harald composa ces vers. « Mes blessures saignaient tandis que je chevauchais, et en bas les paysans avançaient, tuant les blessés avec l'épée, les partisans de leur seigneur légitime. De bois en bois, je me faufilais inaperçu par la foule des paysans. Qui sait, pensais-je, un jour viendra peut-être où mon nom sera encore grand chez moi. » Une fois Harald guéri et assez fort pour voyager, il s'aventura vers le nord, franchissant les montagnes jusqu'en Suède, pour finalement rejoindre la Russe de Kiev. Là, il fut accueilli par le grand prince Yaroslav le Sage, dont l'épouse Iningerd était une parente éloignée de Harald. Yaroslav, ayant grand besoin de chefs militaires, reconnut le potentiel de Harald et le nomma capitaine de ses troupes. Le frère de Harald, Olaf Haraldsson, avait auparavant cherché refuge auprès de Yaroslav, après la révolte de 1028. Selon la saga des anciens rois, Yaroslav n'a accueilli Harald que parce qu'il était le frère d'Olaf. Harald a participé à la campagne de Yaroslav contre les Polonais en 1031 et a peut-être combattu d'autres ennemis et rivaux de la Russe de Kiev dans les années 1030, y compris les Estoniens, les Byzantins et les Péchénègues, ainsi que divers autres peuples nomades. Le skald Bolverk a chanté cette chanson sur le séjour de Harald en Russie. L'épée acérée du roi repose propre et brillante, prête à combattre en terres étrangères. Nos corbeaux croassent pour se rassasier. Le loup hurle depuis la colline lointaine. Notre vaillant roi est parti pour la Russie. Plus brave que lui sur terre, il n'y en a pas. Son épée acérée offrira de nombreux festins aux loups et aux corbeaux à l'est. On dit que Harald est resté en Russie pendant plusieurs années, parcourant les vastes terres de l'est. Son esprit agité l'a finalement poussé à entreprendre une expédition en Grèce, visant en fin de compte la légendaire ville de Constantinople, autrefois la grande capitale de l'Empire romain. Du milieu du vieux siècle au début du XIIIe siècle, Constantinople fut la plus grande et la plus riche ville d'Europe, largement considérée comme le centre et le berceau de la civilisation chrétienne orthodoxe. En tant que prince exilé, Harald était toujours hanté par l'ombre de Knut le Grand, le souverain de l'Angleterre, du Danemark et de la Norvège. En tant que frère du roi Olaf assassiné, Harald était un homme marqué, et retourner en Scandinavie aurait été un suicide. Par conséquent, il chercha une autre voie vers la richesse et la gloire. Constantinople, avec ses dômes dorés et ses marchés animés, lui offrait l'opportunité de se forger un nouveau destin. La ville, connue sous le nom de Miklagard par les Nordiques, était une merveille du monde médiéval. Ses rues pleines de marchands, de soldats et d'érudits venus du monde entier. À l'âge adulte, Harald était décrit comme un géant de son époque. Snorri Sturluson l'a décrit comme ayant les cheveux clairs et une barbe, une longue moustache, et l'un de ses sourcils était légèrement plus haut que l'autre. Harald est également décrit comme étant physiquement plus grand et plus fort que les autres hommes, avec de grandes mains et de grands pieds. Harald et son contingent d'environ 500 hommes sont arrivés à Constantinople, probablement en 1033 ou 1034, où ils ont rejoint la prestigieuse garde varangienne. Alors que le Flateyjarbók suggère que Harald a d'abord cherché à dissimuler son identité royale,
La plupart des sources s'accordent à dire que Harald et ses hommes étaient déjà renommés en Orient à cette époque. L'Empire byzantin était alors dirigé par l'impératrice Zoé la Grande, aux côtés de l'empereur Michel IV, le Paphlagonien. À son arrivée à Constantinople, Harald se présenta devant l'impératrice dans les somptueuses salles de son grand palais. L'impératrice Zoé, immédiatement impressionnée par la prestance et la réputation redoutable de Harald, l'accepta à son service sans hésitation. La garde varangienne n'était pas simplement une unité cérémonielle, mais un élément crucial de la puissance militaire byzantine. Ils assuraient une sécurité sans faille aux empereurs et jouaient des rôles décisifs dans de nombreuses guerres, étant souvent déployés aux moments cruciaux des batailles. Constantinople, avec ses murailles imposantes et ses splendides coupoles, offrait un contraste saisissant avec la patrie de Harald, la Norvège. Harald s'adapta rapidement à son nouvel environnement, sa perspicacité stratégique et sa prouesse au combat lui valurent une position de premier plan au sein de la garde varangienne. Sous le règne de l'impératrice Zoé, il participa à diverses campagnes militaires où son commandement et sa vaillance furent constamment mis en avant. Le rôle de Harald dans ces campagnes renforça encore sa réputation, les récits de ses exploits se répandant largement. Selon la saga de Harald, voici ce qui s'est passé pendant son temps dans la garde varangienne. Harald monta à bord des galères transportant des troupes vers la mer grecque. Il emmena ses propres hommes avec lui. Bien qu'il fût nouveau dans l'armée, Harald gagna rapidement la loyauté de tous les Varegs qui se rallièrent à lui au combat. En conséquence, Harald fut rapidement nommé chef des Varegs. Il parcourait les îles grecques, livrant de nombreuses batailles contre les corsaires, se distinguant et gagnant même une réputation encore plus redoutable qu'il n'en avait déjà. En été, toute l'armée Vareg se lança dans une campagne vers Sirkland, ce qui signifie le pays des Sarrasins qui se trouvait en Afrique du Nord. Au cours de ces batailles, Harald gardait stratégiquement ses hommes à l'écart de la mêlée ou loin des zones les plus dangereuses, sous prétexte de préserver ses forces. Cependant, lorsqu'il était seul avec ses propres hommes, Harald combattait avec une telle férocité qu'il en sortait soit victorieux, soit lui et ses hommes périssaient au combat. Cependant, cela n'est jamais arrivé. Par conséquent, chaque fois que Harald menait son armée, elle remportait souvent des victoires. Beaucoup de soldats remarquèrent cette disparité et commencèrent à croire qu'il s'en sortirait bien mieux si Harald était le seul commandant de toute l'armée. Quelques Grecs courageux, poussés par le désir de richesse et de gloire, rejoignirent Harald et l'acceptèrent comme leur chef. Harald passerait de nombreuses années en Afrique du Nord, au cours desquelles il amassa une immense fortune en or, en bijoux et en autres trésors précieux. Toute la richesse qu'il accumula dépassait largement ses besoins immédiats. Alors il confia une grande partie de son trésor en or à des hommes de confiance. Ceux-ci le transportèrent vers le nord jusqu'à Novgorod, le plaçant sous la garde et la protection du roi Jaroslav, pour qui Harald avait déjà combattu en tant que capitaine de ses forces. Lors des exploits de Harald en Afrique contre le califat fatimide, il captura 80 places fortes arabes grâce à sa bravoure, bien que ce chiffre soit probablement exagéré. Ces raids contribuèrent à sa richesse immense, et ses exploits n'étaient pas de simples légendes, mais des vérités qui démontraient sa prouesse et son génie. Un épisode en Sicile raconte le génie militaire de Harald. Lorsque Harald arriva en Sicile, il poursuivit sa campagne de pillage, assiégeant finalement un château formidable et très peuplé. En entourant le château avec son armée, il se rendit vite compte que ses murs épais étaient impénétrables et que les défenseurs disposèrent de provisions et de vivres suffisants pour une longue défense. Face à ce défi, Harald élabora une stratégie ingénieuse. Il demanda à ses chasseurs de capturer les petits oiseaux nichant au château, mais qui s'envolaient dans les bois chaque jour pour nourrir leurs petits. Harald fit attacher de petites éclisses de bois goudronnées sur le dos des oiseaux, qui furent ensuite enduites de cire et de soufre pour pouvoir les enflammer. Une fois relâchés, les oiseaux retournèrent instinctivement à leur nid à l'intérieur du château, qui était niché sous les toits faits de roseaux et de paille. Lorsque les oiseaux revinrent à leur nid, les flammes qu'ils portaient mirent le feu au toit.
Bien que chaque oiseau ne portât qu'une petite braise, l'effet collectif fut catastrophique. Le feu se propagea rapidement d'une maison à l'autre, finissant par engloutir tout le château dans les flammes. Submergés par cela, les défenseurs qui avaient auparavant défié l'armée grecque et son chef pendant des jours furent contraints d'abandonner leur bastion et de supplier pour obtenir la clémence. Harald, faisant preuve de son génie stratégique, accorda la vie et la sécurité à tous ceux qui se soumirent. Ce faisant, il prit le contrôle du château, remportant la victoire grâce à son ingéniosité plutôt qu'à la force brute. Harald allait également devenir le maître du château pendant un certain temps. Il y avait encore un autre château redoutable sur lequel l'armée de Harald tomba, fortement peuplé et apparemment imprenable. Le château se dressait sur une plaine au sol dur et plat, ne laissant aucun espoir de percer ses défenses directement. Harald élabora alors un plan astucieux. Il creuserait un tunnel à partir d'un endroit où un ruisseau coulait dans un lit profond, caché à la vue du château. Les hommes de Harald travaillèrent sans relâche, jour et nuit, à creuser le passage. Ils jetèrent la terre excavée dans le ruisseau, laissant l'eau l'emporter et ainsi dissimuler leurs efforts. L'armée continuait d'affronter les défenseurs du château, échangeant des salves de flèches, et se reposant la nuit. Une fois que Harald jugea le tunnel assez long pour arriver sous les murs du château, il ordonna à ses hommes de s'armer et de se préparer à l'assaut. Près de l'aube, ils pénétrèrent dans le passage et commencèrent à creuser vers le haut. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité, ils heurtèrent des pierres scellées à la chaux, le sol d'une salle en pierre. En perçant, ils émergèrent dans la salle, où de nombreux habitants du château mangeaient et buvaient, totalement inconscients de la menace imminente. Les Varegs lancèrent une attaque, rapide et brutale, l'épée à la main, tuant plusieurs des défenseurs surpris. Ceux qui réussirent à échapper à l'assaut initial prirent la fuite, mais les Varegs les poursuivirent sans relâche. Certains des hommes de Harald s'emparèrent de la porte du château, l'ouvrirent et permirent au reste de l'armée d'entrer en masse. Les habitants du château, submergés par l'assaut soudain et féroce, prirent la fuite dans la panique. Beaucoup implorèrent la clémence des troupes de Harald, et la vie fut épargnée à tous ceux qui se rendirent. Harald s'assura ainsi la possession d'un autre château, découvrant un immense butin à l'intérieur de ses murs. Harald avait passé de nombreuses années à faire campagne au Serkland et en Sicile, où il amassa des richesses et acquit une grande renommée grâce à ses nombreuses conquêtes. À son retour à Constantinople avec ses troupes, Harald y resta brièvement avant de se lancer dans une expédition vers Jérusalem. La légende raconte que lors de ces campagnes, Harald aurait combattu dans 18 batailles importantes, chacune mettant à l'épreuve son habileté et sa vaillance en tant que guerrier. Ses exploits durant cette période ont encore renforcé sa réputation de chef et de commandant redoutable. Il a voyagé avec ses hommes jusqu'à la terre de Jérusalem, avançant jusqu'à pénétrer dans la ville elle-même. Où qu'ils aillent dans la région, les gens se rendaient volontairement avec leurs forces. Un skald a raconté ceci à propos du séjour de Harald en Terre Sainte. Il partit, guerrier audacieux et brave, vers Jérusalem, le tombeau sacré et l'intérieur du pays pour le soumettre au commandement des Grecs et par la terreur de son nom. Le pays se soumit à son pouvoir, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le fer et le feu pour obtenir l'obéissance à sa parole. Il est raconté que de nombreux Sarrasines dans cette région se sont soumis pacifiquement à l'autorité de Harald, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la guerre ou à la dévastation. Harald se rendit ensuite au fleuve Jourdain, où il participa au rituel de bain traditionnel observé par les pèlerins. De plus, Harald entreprit la tâche de sécuriser toute une route menant au fleuve Jourdain. Il y parvint en affrontant et en éliminant de nombreux brigands et fauteurs de troubles, assurant ainsi un passage sûr aux pèlerins et aux voyageurs pendant un certain temps. Harald retourna à Constantinople en l'an 1038. Cependant, à la suite de la conclusion de la campagne byzantine en Sicile, une révolte menée par les forces lombardes et normandes éclata dans le sud de l'Italie. Harald, commandant la garde varangienne, les affronta lors de plusieurs batailles pendant cette période tumultueuse. Parmi ces conflits figuraient les batailles d'Olivanto et de Montemaggiore, où Harald affronta l'aventurier normand Guillaume Bras de Fer.
Ces affrontements se révélèrent difficiles pour Harald, qui subit des défaites face aux commandants normands expérimentés. Après ces défaites, Harald et la garde varangienne furent rappelés à Constantinople. En l'an 1041, l'empereur Michel lui-même se rendit en Bulgarie, à la tête d'une armée redoutable de 40 000 soldats renforcés par les mercenaires nordiques, parmi lesquels se trouvait Harald. Avec une audace agressive, Michel lança ses forces en Bulgarie. Aidés par Harald, ils combattirent ensemble lors de la bataille décisive d'Ostrovo. Le contexte de ce conflit trouve son origine dans le soulèvement de Pierre d'Alène contre les Byzantins en 1040, revendiquant le trône bulgare en signe de défi. Son ascension fut cependant de courte durée, car son cousin le trahit, ce qui conduisit à l'aveuglement de Pierre et à sa défaite près d'Ostrovo l'année suivante. Malgré sa cécité, Pierre resta un chef redoutable. Alors qu'il commandait ses troupes contre l'armée byzantine, la campagne épuiserait l'empereur Michel, le poussant au bord de la mort. Pourtant, il réussit à revenir triomphalement à Constantinople aux côtés de Harald. Malgré leur victoire, la santé de l'empereur se détériora rapidement, annonçant sa disparition imminente. Après la mort de Michel IV en 1040, des troubles éclatèrent à la cour, alors que Michel V et l'impératrice Zoé se disputèrent le pouvoir, ce qui entraîna un déclin de l'influence de Harald à la cour impériale. Après près d'une décennie à parcourir des terres étrangères et à combattre dans des royaumes lointains, le cœur de Harald était dévoré par un désir insatiable de retourner dans les paysages rudes et familiers du Nord, vers sa patrie bien-aimée. La légende des fjords, les forêts denses et l'air vif et vivifiant de la Norvège éveillait en lui des émotions profondes. C'était un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Harald apprendrait que son neveu Magnus Olafsson, le fils de son frère aîné le roi Olaf, non seulement avait revendiqué le trône de Norvège, mais avait aussi étendu sa domination sur le Danemark. Cette révélation toucha profondément Harald, éveillant en lui le désir de retrouver les siens et de soutenir l'héritage de sa famille. Les deux couronnes de Norvège et du Danemark, reposant sur la tête du fils de son frère, exerçaient un puissant attrait. Harald, aguerri par les batailles et extrêmement riche, s'imaginait ce que ce serait d'être roi. Avec cette nouvelle, Harald décida de quitter sa prestigieuse position au sein de l'armée byzantine. La décision ne fut pas prise à la légère, car son rôle était synonyme de commandement et de respect important. Pourtant, l'appel de sa patrie, associé à l'ascension de son neveu, rendit le choix évident. Son mandat dans l'Empire byzantin, marqué par la vaillance et le commandement, devait être abandonné au profit d'une nouvelle quête, une quête pour son trône ancestral. Lorsque l'impératrice Zoé fut informée des intentions de Harald, elle entra dans une colère noire et l'accusa d'avoir détourné le trésor de l'empereur qui lui avait été confié lors de ses campagnes militaires. Pour compliquer davantage la situation, Harald avait courtisé une jeune et belle fille nommée Maria, qui était la nièce de l'impératrice Zoé. Malgré ses avances, l'impératrice avait refusé sa demande, car Zoé voulait épouser Harald elle-même. Des rumeurs circulaient sur une liaison entre l'impératrice et Harald. Ajoutant encore plus d'intrigues politiques et de complexité à la situation, Michel V était l'empereur régnant des Byzantins, partageant le trône avec l'impératrice Zoé, qui détenait toujours un pouvoir considérable. C'était une période marquée par une intense agitation politique. Au sein de la magnifique ville de Constantinople, les accusations fusaient alors que l'impératrice Zoé était impliquée dans un complot visant à empoisonner son coempereur, ce qui déstabilisait encore davantage une situation déjà volatile. Au milieu de ce chaos politique, Harald, au sommet de sa puissance et de son influence, fut arrêté et jeté en prison. Réputé pour sa prouesse au combat et respecté dans toute la cour, il avait autrefois bénéficié de la faveur de l'impératrice, malgré leurs désaccords sur des questions personnelles. Il se murmurait largement dans les couloirs ombragés de la cour byzantine que l'empereur Michel VI nourrissait une peur profonde et dévorante de Harald. Cette peur n'était pas sans raison, car Harald était un homme à la présence redoutable
et à l'esprit agité. Sa loyauté indéfectible envers l'empereur précédent lui avait assuré une position importante parmi les courtisans. Alors qu'il commandait la redoutable garde varangienne, la réputation de Harald était sans égale. Ces guerriers d'élite, ayant juré de protéger l'empereur, suivaient Harald, unis par un lien de respect et de crainte. La légende de Harold s'était également répandue bien au-delà des frontières de Byzance, atteignant les confins de l'Europe. Il était le prince guerrier nordique, l'héritier exilé qui avait perdu ses terres ancestrales, mais qui refusait d'être vaincu. Par sa seule volonté et une habileté inégalée, il n'avait pas seulement survécu, mais il avait prospéré. Ses récits de vaillance et de persévérance résonnaient dans les couloirs du pouvoir, remplissant d'admiration le cœur de ceux qui les entendaient. Aux yeux de Michel Cinq, Harald était un symbole vivant de résilience et de force, un rappel constant de ses propres vulnérabilités. La peur de l'empereur était une ombre qui planait lourdement, s'assombrissant à chaque récit chuchoté des exploits de Harald. À cause de cela, l'empereur fit arrêter Harald et le jeta en prison. Son destin était désormais à la croisée des chemins. Michel Cinq décida alors de bannir l'impératrice Zoé et se déclara seul souverain, croyant que cette décision renforcerait son pouvoir. Pourtant, ce n'était pas la fin pour Harald et Zoé. La proclamation de Michel provoqua un soulèvement massif parmi le peuple qui encercla le palais en foule, exigeant le rétablissement immédiat de Zoé au pouvoir. L'appel des masses fut entendu et Zoé fut rétablie. La ville, cependant, sombra dans le chaos et la population, enflammée par la colère, attaqua le palais de plusieurs côtés. Les soldats de l'empereur combattirent vaillamment. Le conflit avait coûté la vie à environ 3000 personnes des deux côtés. Et au milieu du tumulte des émeutes, la garde Vareg, toujours fidèle à Harald, saisit cette occasion pour le libérer de sa prison. Ce jour-là, le destin sourit à Harald, le guidant à travers le chaos vers la liberté, lui offrant une nouvelle chance de reprendre en main son destin. Harald se rendit avec détermination au quartier des Vareg, sa présence imposant immédiatement respect et allégeance. Lorsqu'il entra dans la pièce, tous les guerriers se levèrent de leur siège, leurs visages s'illuminant de joie et de respect à la vue de leur chef vénéré. Harald les guida avec détermination à travers les couloirs assombris du palais. Alors qu'ils approchèrent des appartements de l'empereur où le souverain dormait, inconscient du danger imminent, les Vareg entrèrent silencieusement. Ils saisirent alors l'empereur qui se réveilla en prenant douloureusement conscience de son destin. Harald était profondément en colère à cause de son emprisonnement injuste, trahi après des années de loyauté et de service sans faille envers l'Empire byzantin. À cause de cela, Harald aveugla personnellement l'empereur, reflet de sa nature féroce et de la profondeur de sa colère. L'empereur fut ensuite envoyé dans un monastère et passa le reste de ses jours dans la disgrâce et l'isolement. Après la restauration de Zoé sur le trône en juin de l'année 1042, Harald demanda la permission de retourner dans sa chère Norvège. Son cœur aspirait aux fjords escarpés et aux rivages familiaux de sa patrie. Cependant, l'impératrice Zoé, captivée par Harald et ne voulant pas se séparer de son amant, refusa sa demande. Elle désirait le garder près d'elle, tentant de le contrôler par tous les moyens à sa disposition. Sa cour était une cage dorée, et elle était déterminée à l'y enfermer. Résolu à retourner en Norvège, Harald commença à élaborer un plan d'évasion audacieux. Il rassemblerait des compagnons fidèles, des hommes qui partageaient son désir du grand large et de terres nordiques lointaines. Ensemble, ils conspiraient en secret, murmurant leurs plans à voix basse, toujours méfiants envers les espions de Zoé. Cette nuit fatidique, le roi Harald et ses hommes fidèles s'approchèrent furtivement de la demeure où dormait la belle Maria. On disait qu'elle était la femme qu'Harald aimait réellement, mais que l'impératrice lui avait refusé. Avec une précision rapide et vigoureuse, ils l'emportèrent dans la nuit, l'air chargé de l'urgence de leur mission. Leur destination était le rivage, où les puissantes galères des Vareg les attendaient. Alors que la nuit étendait son manteau sur la ville de Constantinople, Harald, le prince norvégien, entreprit une fuite audacieuse.
Avec 2 navires et une bande de fidèles farouchement loyaux, Harald navigua sur les eaux traîtresses du Bosphore. Le premier navire, guidé par la main experte de Harald, évita habilement d'être repéré alors qu'ils échappaient aux patrouilles byzantines. Cependant, alors que le navire de Harald approchait de la barrière, sa voix retentissait sur le pont, galvanisant ses hommes. Dans un effort uni, ils se sont élancés en avant, leurs muscles tendus contre la résistance des chaînes. Le navire gémit de protestation, mais la détermination de Harald était inébranlable. Dans un dernier élan de force et de défi, ils ont franchi la barrière, le navire avançant brusquement et voguant vers l'immensité de la mer Noire. Avant de quitter complètement les terres byzantines, Harald partagea une dernière nuit avec son amour Maria. Et dans un élan de chevalerie, Harald fit débarquer Maria, s'assurant qu'elle soit accompagnée d'une solide escorte, de retour à Constantinople. Son message pour elle était clair et plein de défis. Elle devait informer sa parente, l'impératrice Zoé, de la nouvelle quête de Harald pour le trône de Norvège et de l'inutilité de toute tentative de le contrôler. Avec le vent dans le dos, Harald mit les voiles vers le nord. Sa fuite audacieuse et son insoumission intrépide furent gravées à nouveau dans les annales de la légende, ajoutant encore à sa réputation. Harald, le prince nordique, avait amassé d'immenses richesses durant ces années passées dans les fastueuses cours de Constantinople. Les trésors étincelants de l'Empire byzantin affluaient entre ses mains comme des rivières d'or. Ces richesses n'étaient pas amassées par vanité, mais envoyées avec sagesse vers la lointaine Russe de Kiev, où, sous la vaillante protection de Jaroslav le Sage, elles étaient conservées en sécurité. À son retour triomphal en Russe de Kiev, la présence de Harold résonna comme le tonnerre à travers tout le pays. Son alliance avec Jaroslav fut scellée par un mariage avec sa fille, Élisabeth. Elle était la fille du sage souverain et la petite-fille de la royauté suédoise. Cela a renforcé la position de Harald comme un acteur redoutable dans le jeu complexe du pouvoir auquel il souhaitait désormais participer. Leur union n'était pas seulement fondée sur l'amour et la lignée, mais aussi sur une alliance stratégique. Le voyage de Harald, des fjords gelés de Norvège jusqu'aux rivages baignés de soleil de la Méditerranée, avait été marqué par des évasions audacieuses, des conquêtes épiques et de nombreux combats. La réputation de Harald était redoutable dans toute l'Europe, et son neveu Magnus allait bientôt apprendre son intention de retourner en Norvège. Harald entreprit son voyage vers l'ouest depuis Novgorod dans les premiers mois de l'année 1045. Pendant ce temps, en Norvège, le trône avait été revendiqué par son neveu. Le paysage politique changea lorsque l'ambition de Harald croisa l'histoire tumultueuse des luttes dynastiques. Les fils de Knut le Grand, autrefois prétendant au trône de Norvège, avaient tourné leur attention vers l'Angleterre, laissant Magnus consolider son règne sans opposition. Avec le trône danois laissé vacant par la mort de Hardeknut, Magnus saisit cette opportunité pour étendre son domaine, réprimant les prétendants et assurant son autorité sur le Danemark. C'est dans ce contexte d'alliances changeantes et d'ambition territoriale que Harald, poussé par le destin et une soif de pouvoir, il s'allia avec Svein Estridsson, son neveu et compagnon d'exil, et ils se firent des serments mutuels et forgèrent une amitié. Ensemble, ils cherchèrent refuge et forgèrent des alliances avec Anund Jacob, le roi de Suède, unissant leurs forces pour défier l'empire de Magnus. Harald et ses alliés ont attaqué la côte danoise avec férocité, défiant les habitants de s'opposer au règne de Magnus. Lorsque les exploits de Harald et Svein parvinrent aux oreilles de Magnus, le jeune roi, sage au-delà de son âge, reconnut la menace imminente qui pesait sur sa souveraineté. Avec détermination et prudence, Magnus rassembla ses forces et retourna rapidement en Norvège. Les conseillers de Magnus lui déconseillèrent une guerre ouverte contre son oncle, lui suggérant plutôt la voie de la négociation et du compromis, craignant la réputation de celui qu'on appelait désormais la Foudre du Nord. À l'été de l'an 1046, un traité fut conclu. Le roi Magnus ordonna que les trompettes annoncent la convocation d'un Thing général, là où les rois de Norvège étaient traditionnellement couronnés.
Le peuple se rassembla solennellement, les visages tournés vers le roi, impatient d'entendre sa proclamation. D'une voix empreinte d'autorité et de conviction, Magnus s'adressa à l'armée rassemblée, révélant le généreux cadeau qu'il avait accordé à son parent, Harald. Au milieu des murmures d'approbation et d'admiration, Thorir de Steg, une figure respectée parmi les guerriers, conféra à Harald le titre de roi. L'air crépitait d'anticipation, alors que le manteau de la royauté se posait sur les épaules de Harald, son regard ferme et résolu. Plus tard dans la même journée, un festin d'une splendeur inégalée se déroula sous la tente royale de Harald. Harald adressa une invitation chaleureuse à Magnus, qui arriva avec 60 de ses hommes, leurs armures étincelant sous la lumière du soleil. Sur un siège élevé, orné de riches tapisseries et de sculptures raffinées, les deux rois étaient assis côte à côte, leur rire résonnant au milieu des mélodies de la harpe et des chants. Le roi Harald ordonna bientôt qu'une procession de coffrets et de coffres soit amenée sous la tente, et avec une cérémonie solennelle, les trésors de contrées lointaines furent dévoilés devant Magnus et ses hommes. Des armes forgées dans des feux étrangers, des vêtements de soie et de fourrure, et des ornements de pierres précieuses, rares, qui scintillaient comme de la lumière d'étoiles capturées. D'une voix empreinte à la fois de gratitude et de fierté, Harald s'adressa à Magnus, ses paroles résonnant du poids d'une histoire et d'une ambition partagée. Il reconnut la générosité de Magnus en lui accordant un royaume, durement acquis face à leurs ennemis communs, et adressa ces mots à son neveu. « Hier, tu nous as offert un royaume qui témoigne de ta vaillance et de ta sagesse. Aujourd'hui, nous t'offrons le butin de nos voyages à travers des mers étrangères, récoltés avec péril et persévérance. Que ces trésors soient le symbole de notre unité et de notre respect mutuel. De même que nous partageons le règne de la Norvège, nous partagerons aussi les richesses qui nous unissent. » Ainsi, le lien entre Harald et Magnus fut réaffirmé. Malgré leur domination partagée, la relation entre Harald et Magnus commença à vaciller en raison de nombreux désaccords. Leurs cours séparés résonnaient de murmures de rivalité et d'ambition. Leur rencontre était teintée de la menace d'affrontements physiques, les deux hommes ayant failli en venir aux mains à plusieurs reprises. Pourtant, au milieu de cette discorde latente, ils maintenaient une paix fragile. En l'an 1047, Magnus mourut sans héritier, alors qu'il était encore jeune. Avant sa mort, cependant, il décida que Sven hériterait du Danemark, et Harald hériterait de l'ensemble de la Norvège. Le Danemark était le fief ancestral de Sven, sa mère étant la sœur de Knut le Grand, et son père étant Ulf Jarl, un chef danois redoutable et régent du Danemark pendant un temps. En apprenant la mort de Magnus, Sven aurait déclaré « Maintenant que Dieu m'aide, jamais je ne céderai le Danemark ». Harald, le cœur enflammé par l'ambition, avec une vision qui s'étendait à travers la vaste étendue de la mer du Nord. Il nourrissait non seulement le désir de maintenir la domination de Magnus sur le Danemark, mais aussi de la reprendre à son ancien allié, Sven. La mainmise de Sven sur le Danemark représentait un obstacle redoutable à la vision d'Harald d'une Scandinavie unifiée, et peut-être la restauration de l'empire légendaire de la mer du Nord de Knut le Grand dans son intégralité, désirant le pouvoir d'un ancien roi qui avait vaincu son frère aîné au combat. À l'âge de 33 ans, Harald Hardrada déchaîna sa colère contre le Danemark, marquant le début d'une campagne sanglante et implacable. En l'an 1048, il s'abattit sur le Jutland, pillant ses terres avec une sauvagerie qui fit frissonner le cœur de la Scandinavie. L'année suivante, sa soif de sang le mena à Hedeby, le joyau du commerce danois, et l'une des villes les mieux protégées de toute la Scandinavie. Les torches flamboyantes et les épées étincelantes sous l'éclat brutal du soleil, les guerriers de Harald déchirèrent la ville. Les défenses de la ville s'effondrèrent devant l'assaut des Nordiques, ces rues se teintant de rouge du sang des défenseurs comme des civils. Les flammes léchèrent le ciel tandis que les maisons, les marchés et les navires étaient engloutis par le brasier. L'ancien centre florissant du commerce et de la culture n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Plus tard cette même année, au milieu des vestiges calcinés de l'ancienne gloire de Hedeby,
un affrontement de rois était destiné à se dérouler. Harald et Sweyn, deux titans du Nord, se préparaient à s'affronter dans une rare bataille conventionnelle de l'époque. Selon le chroniqueur Saxo Grammaticus, la simple vue des forces approchantes de Harald sema la terreur dans le cœur de la petite armée de Sweyn. La panique se répandit comme une traînée de poudre, et dans leur désespoir, les hommes de Sweyn choisirent de se jeter dans les bras glacés de la mer plutôt que d'affronter les berserkers nordiques. Un reflet de la peur écrasante qu'inspirait Harald. Bien que Harald ait été victorieux dans la plupart des affrontements, il ne parvint jamais à occuper entièrement le Danemark. L'opinion générale était qu'aucun chef n'avait jamais eu, dans les terres du Nord, un jugement aussi profond et des conseils aussi avisés que Harald. C'était un grand guerrier, audacieux au combat, fort et expert dans l'utilisation de toutes les armes, et il était aussi un grand ami de tout le peuple de Norvège. Les saisons s'améliorèrent lorsque Harald monta sur le trône, un présage pour le peuple que son règne serait juste. Harald avait parcouru le monde entier, et en plus d'être un homme de guerre, il avait une compréhension profonde de la monnaie. Il développa une monnaie norvégienne et une économie monétaire viable, ce qui permit à la Norvège de participer au commerce international. Il initia le commerce avec la Rus de Kiev et l'Empire byzantin grâce à ses relations, ainsi qu'avec l'Écosse et l'Irlande. Selon les sagas ultérieures, Harald fonda Oslo, qui est aujourd'hui la capitale et la ville la plus peuplée de Norvège, où il passa beaucoup de temps. Harald, ayant assuré sa royauté par la force pure et sa réputation, devait maintenant affronter la tâche redoutable de convaincre l'aristocratie norvégienne de son droit à régner seul. Sa principale opposition venait des puissants descendants de Håkon Sigurdsson, connu sous le nom de Håkon le Puissant, célèbre pour sa victoire sur les Jomsvikings lors d'une bataille navale légendaire. Et on pensait aussi qu'il descendait du géant Ivar le Désossé. Avec cette lignée influente, les comtes de Lade contrôlèrent depuis longtemps le nord de la Norvège et le Trøndelag avec une autonomie considérable sous la couronne norvégienne. Håkon le Puissant avait même régné sur l'ensemble de la Norvège de l'an 975 à l'an 995, bien que nominalement sous le roi danois, jusqu'à sa mort lors de la prise de pouvoir d'Olaf Tryggvason. Malgré la mort de Håkon, ses descendants continuaient d'exercer une influence significative dans le nord. Au moment où Harald monta sur le trône, l'autorité de la famille était incarnée par Einar Andridason, un puissant chef de guerre et l'un des hommes les plus riches du royaume, qui était marié à la fille de Håkon, consolidant ainsi leur héritage. Einar, en plus d'être un homme riche et puissant, était populaire et largement célébré dans les sagas, où il est décrit comme incroyablement fort. Alors que les Jarls de Lade avaient maintenu une relation de coopération avec Magnus, l'insistance de Harald sur un pouvoir absolu et la consolidation de son autorité ont rapidement déclenché un conflit avec Einar. La tension entre les ambitions centralisatrices de Harald et l'autonomie traditionnelle de la famille de Lade a préparé le terrain pour une lutte de pouvoir qui allait façonner l'avenir de la Norvège. C'est de sa lutte acharnée pour le pouvoir contre l'aristocratie norvégienne que Harald a gagné le redoutable surnom de Hardrada, qui signifie le souverain sévère. La relation entre Harald et Einar était tendue dès le début, mais une confrontation ouverte fut évitée jusqu'à ce qu'Einar se rende à la cour de Harald. Lors d'une occasion tendue, Einar arriva à la cour de Harald, faisant une démonstration audacieuse de pouvoir. Il était accompagné de 8 ou 9 immenses dracars et de près de 500 hommes manifestement prêts pour une confrontation. Cette démonstration de force mettait en évidence les tensions latentes qui annonçaient l'inévitable affrontement entre Harald et le puissant Jarl. Selon la saga de Harald, un jour fatidique, une réunion eut lieu dans la ville, en présence du roi lui-même. Un voleur avait été appréhendé et amené devant l'assemblée. L'homme avait auparavant servi Einar, qui le tenait en haute estime. Lorsqu'Einar apprit la situation de l'homme, il savait que le roi ne lui ferait preuve d'aucune pitié, surtout parce qu'Einar avait un intérêt dans l'affaire. Déterminé à sauver l'homme, Einar arma ses partisans et se rendit à l'assemblée.
Là, il s'empara du voleur par la force. Des amis et des médiateurs sont intervenus, parvenant à organiser une réunion de réconciliation entre le Jarl et le roi. Ils ont accepté de se réunir chez le roi. Le roi, accompagné de quelques fidèles, est entré dans une pièce privée tandis que la plupart de ses hommes sont restés dehors dans la cour. Le roi fit ajuster les volets afin que personne ne puisse voir à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Einar arriverait bientôt avec ses hommes et ordonna à son fils de rester dehors avec les troupes, confiant qu'aucun mal ne lui serait fait à l'intérieur. En entrant dans la pièce assombrie, Einar fit remarquer l'obscurité. À cet instant, des assaillants se précipitèrent sur lui, armés de lances et d'épées. Entendant le vacarme, son fils dégaina son épée et se précipita dans la pièce, mais il fut tué aux côtés de son père, Einar. Les hommes du roi barricadèrent rapidement la porte, laissant les hommes d'Einar sans chef et hésitants. Puis le roi Harald sortit de la maison, organisa ses hommes en formation de combat et leva son étendard. Les Norvégiens ennemis, désormais sans chef, n'osèrent pas attaquer, car ils connaissaient la redoutable réputation du roi. Les actions de Harald l'avaient rendu méprisé par beaucoup, car les Jarls de Lade étaient depuis longtemps tenus en haute estime par les Norvégiens. Le Jarl Einar, âgé d'environ 70 ans lorsqu'il fut assassiné, avait été une figure vénérée. Le pays était au bord de la rébellion, et seule l'absence d'un chef unificateur empêcha un soulèvement contre le roi. Les descendants restants de Hakon Sigurdsson ont effectivement envisagé la rébellion, mais Harald, faisant preuve à la fois de ruse et de diplomatie, a finalement réussi à négocier la paix avec eux. Il obtint la soumission de la famille, assurant ainsi leur loyauté pour le reste de son règne. Au moment de la mort d'Einar et de son fils, vers l'an 1050, les comtes de Lade avaient perdu leur influence en tant que point central de l'opposition. Le Trøndelag, autrefois bastion de la résistance, était désormais fermement subordonné au royaume national de Harald. Sa domination s'est solidifiée et le royaume a été unifié sous son règne dur et inflexible. En l'an 1062, Harald, alors au sommet de sa puissance, décida de construire un navire d'une grandeur inégalée. Ce magnifique navire rivaliserait avec le légendaire Grand Serpent, le plus célèbre drakkar viking ayant jamais navigué sur les mers, appartenant au roi Olaf Tryggvason. Le navire de guerre de Harald était orné d'une proue en forme de tête de dragon et d'une poupe en forme de queue de dragon, avec la proue du navire doré pour briller sous la lumière du soleil. Le navire comptait 35 bancs de rameurs, ce qui le rendait impressionnant par sa taille et remarquablement élégant. Chaque élément de l'équipement du navire était de la plus haute qualité, des voiles et du gréement jusqu'aux ancres et aux câbles. Pendant l'hiver, le roi Harald envoya un message vers le sud au roi Sven du Danemark, le défiant de venir au nord au printemps. Ils devaient se retrouver à la rivière Gå pour une bataille décisive. Pour régler leur rivalité une bonne fois pour toutes, le vainqueur s'emparerait des deux royaumes, consolidant ainsi le pouvoir et la domination sur leur territoire. Selon le chroniqueur islandais Snorri Sturluson, une grande bataille avait été préalablement arrangée entre Harald et Sven, fixée à un moment et un lieu précis. Cependant, lorsque le moment convenu arriva, Sven était introuvable. Supposant que son adversaire avait abandonné, Harald congédia son armée de paysans non professionnels, qui représentaient environ la moitié de ses forces. À peine ces navires eurent-ils disparu de la vue que Sven apparut, lançant une attaque surprise contre la flotte désormais réduite de Harald. Dans une manœuvre stratégique, Harald attacha ses navires ensemble pour former une ligne ininterrompue, plaçant son navire amiral au centre. Il plaça le comte Hakon Ivarsson et ses forces de Trøndelag sur les flancs. Sven imita cette tactique, mais garda son propre comte près de lui. Au crépuscule, les deux flottes s'affrontèrent dans une bataille féroce et acharnée qui se poursuivit jusque dans la nuit. Pendant des heures, le conflit sembla équilibré. Puis Håkon désengagea habilement ses navires des flancs, lançant une attaque dévastatrice contre les navires danois affaiblis. Sans force de réserve, la flotte de Sven s'effondra à l'aube lorsque les hommes de Harald montèrent à bord de ses navires, laissant 70 navires remplis de cadavres et le reste battant en retraite dans la confusion.
Le roi Sven sauta dans l'eau et parvint à s'échapper de la bataille en atteignant la terre ferme. Puis, il s'arrêta chez un paysan pour demander quelque chose à manger. Bien que Harald soit sorti victorieux, la victoire était loin d'être décisive. De nombreux navires et hommes danois, y compris Sven, parvinrent à s'échapper. Le conflit prolongé avait ravagé la structure économique et sociale du Danemark, mais aussi celle de la Norvège. Après la bataille de Nyssa, Harald aurait des difficultés à collecter les impôts dans les hautes terres et d'autres régions, les paysans en ayant assez de financer des guerres qui n'apportaient aucune récompense économique. En 1064, épuisé par des années de conflits incessants, Harald tendit la main à Sven, offrant une paix inconditionnelle sans aucune demande de réparation ni de concession territoriale. Les deux rois, usés et marqués par les combats, acceptèrent cette trêve, mettant ainsi fin avec clémence à la guerre dévastatrice. Ils jurèrent à nouveau fidélité l'un à l'autre, rappelant les serments qu'ils avaient échangés avant de monter sur leur trône. Ainsi, après près de 14 ans de guerre incessante, une paix chèrement acquise régna enfin entre les monarques autrefois rivaux. Acceptant que le Danemark ne pouvait pas être conquis, Harald concentra alors son attention sur l'Angleterre. Sa revendication reposait sur l'accord conclu en 1038 entre son neveu Magnus et Harthacnut, l'ancien souverain d'Angleterre, qui mourut sans enfant en 1042. Leur pacte stipulait que si l'un des deux monarques venait à mourir, le souverain survivant hériterait de ses terres. Harthacnut régnait sur l'Angleterre et le Danemark. Ainsi, Harald revendiqua l'Angleterre comme son héritage légitime venant de Magnus. Cependant, Harthacnut avait favorisé son demi-frère Édouard le Confesseur, qui monta sur le trône d'Angleterre avec le puissant soutien du comte Godwin, le père de Harold Godwinson. Les projets de Magnus d'envahir l'Angleterre en 1045 furent mis de côté alors qu'il devait faire face au soulèvement mené par Sven du Danemark. Et lorsque Magnus mourut en 1047, Harald hérita de sa revendication au trône d'Angleterre. Édouard le Confesseur, quant à lui, tenait habilement ses adversaires potentiels à distance en laissant subtilement entendre qu'il pourrait lui succéder, assurant ainsi un fragile équilibre des pouvoirs. Cependant, en 1066, Édouard le Confesseur était sur son lit de mort, et le destin de l'Angleterre était en jeu. La nouvelle du coma puis de la mort d'Édouard se répandit dans toute l'Europe. Cela allait déclencher une vague de revendications au trône. Dans ces derniers instants, Édouard confia le royaume à Harold Godwinson, son comte le plus redoutable, préparant ainsi le terrain pour une lutte acharnée entre les géants de l'époque. Parmi les prétendants au trône d'Angleterre se trouvait Edgar Leteling, dont la lignée remontait à Alfred le Grand. Bien qu'il ne possédât ni terre, ni armée, ni alliés puissants, à part feu le roi Édouard lui-même, la revendication d'Edgar trouvait un écho profond grâce à son sang et à son héritage. En contraste avec le droit héréditaire d'Edgar, Harold Godwinson avait déjà été désigné comme régent sur le lit de mort d'Édouard. C'était le seigneur le plus puissant d'Angleterre. Son influence s'étendait à tous les coins du royaume et sa renommée en tant que chef de guerre éclipsait celle de tous les autres. Pourtant, depuis les eaux glacées du Nord, Harald Hardrada ferait entendre sa revendication. En Norvège, il était monté sur le trône en tant que seul roi à la mort de son neveu Magnus le Bon, qu'il pensait qu'Édouard avait injustement supplanté. L'héritage des serments sacrés et des liens de sang renforçait sa revendication, un titre qu'il considérait comme légitimement sien selon les anciennes lois de la parole donnée. De l'autre côté de la Manche, Guillaume, le duc de Normandie, revendiquait lui aussi le trône, fortifié par la prétendue désignation d'Édouard et un serment solennel de soutien de la part de Harold Godwinson lui-même. Les liens entre la Normandie et l'Angleterre donnaient du poids à sa candidature, compliquant encore davantage une succession déjà controversée. Alors que le Witan délibérait, partagé entre la tradition et les exigences d'un royaume troublé, les échos des rois vikings redéfinissaient les calculs de la succession. L'irritation juvénile d'Edgar s'opposait au commandement expérimenté d'Harold Godwinson, lui-même une figure célébrée. Finalement, à l'aube suivant l'enterrement d'Édouard, le Witan composé de seigneurs et d'évêques se réunit.
Dans un moment décisif qui résonnerait à travers les annales de l'histoire, ils mirent de côté les structures de la lignée, choisissant à la place le commandement résolu d'Harold Godwinson. Avec le consentement unanime, Godwinson fut couronné roi d'Angleterre par l'archevêque d'York, consolidant ainsi sa revendication au milieu d'une mer de défis et d'ambitions. Cependant, le frère de Godwinson, Tostig, qui avait été comte de Northumbrie, fut exilé d'Angleterre, et sa rancœur le poussa à la trahison pour se dresser contre ses compatriotes et son propre frère, qui était désormais roi d'Angleterre. Dans la saga de Harald Hardrada, Tostig était décrit comme un homme intelligent et un grand guerrier. Le comte Tostig tourna son regard vers le nord et se rendit en Norvège pour demander audience au roi Harald, qui tenait alors sa cour à Viken. Le comte raconta à Harold la perte de ses terres et de ses domaines, mais Harold, connu pour son esprit vif et son attitude décisive, répondit avec prudence. Il exprima la réticence des hommes du Nord à mener une campagne en Angleterre, fatigués de voir des chefs anglais les diriger. Les gens disent, remarqua-t-il, qu'on ne peut pas faire confiance aux Anglais. Imperturbable, le comte Tostig insista, interrogeant Harold au sujet de la revendication de Magnus sur l'Angleterre, transmise par des accords après la mort de Harthacnut. Harold, réfléchissant à ses propres ambitions et aux complexités historiques, répliqua en évoquant la résistance du Danemark contre la domination norvégienne, affirmant leur puissance lors des conflits avec la famille de Tostig. Tostig, cependant, toujours persévérant, défia l'hésitation de Harold envers l'Angleterre malgré sa réputation redoutable dans l'art de la guerre. « Il suffit, affirma-t-il, que tu donnes ton nom pour rallier les principaux hommes d'Angleterre à notre cause. Ton courage inégalé est renommé à travers ces terres du Nord. Pourquoi ne pas saisir l'Angleterre maintenant, alors qu'elle est mûre pour être prise ?» Harold, pesant les paroles du comte avec une vive perspicacité, reconnut la vérité qu'elles contenaient. Animé par une ambition commune de domination et le désir d'étendre son royaume, Harold délibéra longuement avec Tostig, s'engageant finalement à une expédition estivale en Angleterre. Il envoya rapidement des messagers à travers toute la Norvège, convoquant la moitié des hommes valides sous les armes, suscitant spéculation et attentes dans tout son royaume. Les récits des conquêtes passées de Harold faisaient croire à beaucoup que l'Angleterre serait son prochain triomphe. La scène était prête pour une entreprise audacieuse qui mettrait à l'épreuve la trempe de Harald Hardrada et façonnerait le destin de l'Angleterre. L'Angleterre et son trône. Dans les jours mouvementés de mars ou d'avril 1066, Hardrada rassembla sa flotte le long des côtes escarpées de la Norvège. Avant de prendre la mer, il assura sa succession en proclamant son fils Magnus comme le roi légitime de leur patrie. Leur voyage fut marqué par la conquête et l'allégeance, jetant d'abord l'ancre aux îles Shetland et Orcades, où ses fidèles sujets se rallièrent à sa cause. Il se rendit ensuite en Écosse, où les rudes Écossais sous Malcolm III l'attendaient. Là, Harald rencontra Tostig Godwinson, son allié fidèle, accompagné de sa propre troupe de guerriers northumbriens et de mercenaires aguerris. Malcolm III fournit également 2000 soldats écossais. L'invasion de l'Angleterre par Hardrada déferla telle une tempête depuis la mer du Nord, ses dracars fendant les eaux avec une intention menaçante. Les villages côtiers tremblaient alors que ces guerriers descendaient, assoiffés de pillage et de gloire. À Scarborough, où les Anglais audacieux osèrent lui résister pour la première fois, la réponse de Hardrada fut rapide et impitoyable. La ville brûla sous une pluie de flèches enflammées, ses murs de bois crépitant et s'effondrant dans un brasier. Les cris des habitants résonnèrent à travers les terres, un avertissement terrible pour tous ceux qui oseraient résister. À chaque conquête, les Norvégiens devenaient plus audacieux, leur appétit pour la richesse et la domination ne cessant de croître. La nouvelle de l'invasion parvint bientôt aux oreilles de Morcar, le comte de Northumbrie, et d'Edwin, le comte de Mercie, qui rassemblèrent leurs forces pour affronter la menace nordique. À Fulford, juste au sud de York, les deux camps se sont affrontés dans une bataille épique. L'armée de Harald, une force redoutable de 10 000 guerriers aguerris par d'innombrables batailles,
étaient prêtes à écraser quiconque oserait s'opposer à eux. Les Anglais, pourtant moins nombreux, ont combattu avec une détermination farouche. Edwin avait choisi le champ de bataille avec sagesse, utilisant les barrières naturelles de la rivière Ouse et les marécages de Fordland pour ancrer leurs flancs. Pourtant, ces avantages se révélèrent à double tranchant. Les hauteurs favorisaient la vision stratégique de Hardrada, lui offrant une vue dégagée sur le massacre qui se déroulait. Au début de la bataille, les Anglais se ruèrent en avant, leurs lignes s'étirant dangereusement pour protéger leurs flancs vulnérables. Les troupes de Morcar se ruèrent contre les lignes norvégiennes, les repoussant dans les marécages traîtres. Les premiers succès ravivèrent leur espoir, mais Harald fit rapidement intervenir ses guerriers aguerris, renversant la situation avec une efficacité brutale. La maîtrise tactique de Harald devint évidente lorsqu'il renforça son centre et exploita les faiblesses dans les lignes anglaises. Vague après vague, les hommes du Nord s'écrasèrent contre le mur de boucliers anglais, leur férocité étant sans égale. Les troupes d'Edwin, isolées sur la berge, se battirent désespérément, mais furent lentement repoussées, contraintes de battre en retraite vers la sécurité d'York. Heure après heure, la bataille faisait rage, les champs se teintaient de rouge du sang saxon. Les renforts norvégiens continuaient d'arriver, encerclant les défenseurs anglo-saxons et scellant leur destin. Malgré des efforts vaillants, les Anglais furent submergés par la force brute et la stratégie. Morcar et Edwin, bien qu'ils aient échappé à la bataille, ne purent qu'observer tandis que leurs troupes s'effondraient sous l'assaut implacable de Harald Hardrada. York, sentant l'inévitable, se rendit sous la promesse solennelle de préserver la ville de toute dévastation supplémentaire. L'influence de Tostig, désireux de préserver sa capitale, permit de garantir le respect des conditions. Les Anglais vaincus se replièrent, laissant les Norvégiens rassembler des otages et consolider leur emprise sur la région. La bataille de Fulford marqua un sombre chapitre de l'histoire de l'Angleterre, et la horde viking de Harald Hardrada venait tout juste de prendre l'ancienne ville d'York. Un sombre rappel pour les Northumbriens de la puissance viking, puisque l'ancienne ville avait été capturée 200 ans plus tôt par les fils de Ragnar. Harold Godwinson, le nouveau roi d'Angleterre fraîchement couronné, allait se précipiter vers le nord avec toute la puissance de son armée, renforcée par ses frères Gert et Leofwin, les comtes de Kent et d'Estanglie. Il surprendrait la horde viking de Harald Hardrada. Godwinson rassembla ses forces si soudainement pour affronter le légendaire roi viking. À l'approche de l'aube de la bataille, une silhouette solitaire s'avança hors des rangs saxons enveloppés de brume, annonciatrice de mort et de défi, son identité dissimulée sous une cape noire. Il s'approcha de Harald Hardrada et de Tostig avec une proposition glaçante. Aucun nom ne franchit ses lèvres, mais ses paroles tranchèrent l'air froid du matin comme une lame. À Tostig, il offrit le retour de son comté perdu s'il trahissait Hardrada. En réponse, Tostig, toujours opportuniste, exigea de savoir ce que son frère, le roi anglais, offrirait en échange d'une telle trahison. La réponse du cavalier fut une sombre prophétie, enveloppée dans le manteau d'un défi. 7 pieds de terre anglaise, car il est plus grand que les autres hommes. Sur ces mots, le cavalier disparut dans les brumes tourbillonnantes, laissant derrière lui un silence stupéfait parmi les Norvégiens. Hardrada, connu pour son cœur de guerrier, fut frappé par l'audace du message. Se tournant vers Tostig, il exigea de connaître l'identité du messager intrépide. La réponse de Tostig tomba comme une pierre dans un silence de plomb. Il déclara qu'il s'agissait de Harold Godwinson, le roi d'Angleterre lui-même. Rapidement après cette rencontre, l'armée anglaise s'abattit sur les Norvégiens avec une fureur terrible et commença à massacrer les forces de Hardrada. Pris au dépourvu et par surprise, les guerriers nordiques se précipitèrent pour faire face à l'assaut soudain. L'avancée des Anglais fut momentanément stoppée par le passage étroit d'un pont. C'est ici qu'un guerrier norvégien solitaire, armé d'une hache danoise et animé d'une fureur de berserker, retint à lui seul toute l'armée anglaise. Pendant un bref instant, il sembla que ce Norvégien pourrait défier la progression des Anglais, mais le destin en décida autrement. Après que le berserker eut tué 40 Anglais et un soldat anglais, caché sous le pont,
planta sa lance à travers les planches de bois, atteignant l'aine du berserker, le mettant à genoux et permettant qu'il soit tué. L'armée de Godwinson traversa alors le pont en force. Une marée implacable de guerriers forma un mur de boucliers et chargea. Ils formèrent une ligne redoutable juste devant l'armée nordique, leur rugissement collectif résonnant à travers le champ de bataille. La bataille s'étendit rapidement bien au-delà des limites du pont, transformant le paysage en un lieu de mort et de vaillance. Pendant des heures, l'affrontement fit rage, l'acier contre l'acier. Pour les hommes du Nord, la décision d'abandonner leur armure se révéla une erreur fatale, car ils se retrouvèrent de plus en plus désavantagés. Les forces anglaises, implacables et inflexibles, poursuivirent leur attaque avec férocité. Lentement mais sûrement, ils fragmentèrent la muraille de boucliers nordiques, autrefois impénétrable, exploitant chaque faiblesse jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Tostig Godwinson, le traître aux Anglais, fut tué dans le carnage, tout comme de nombreux jarls nordiques et de redoutables guerriers. Au cœur de ce chaos, Harald Hardrada se dressait comme un symbole de puissance brute. Ses mains serraient son épée longue avec une force inébranlable, taillant un chemin à travers l'ennemi à chaque coup. On dit qu'il est entré dans l'état légendaire du berserker, sa fureur dépassant les limites humaines. Dans cette rage semblable à une transe, le vétéran de 50 ans, fort de 100 batailles, devint un tourbillon de mort, abattant ennemi après ennemi avec une précision sauvage, tel un dieu sur le champ de bataille. Selon la saga de Harald, voici ce qui s'est passé. Le roi Harald Sigurdsson vit cela. Il se jeta dans la mêlée là où le fracas des armes était le plus fort, et il y eut un combat acharné, au cours duquel beaucoup de gens tombèrent des deux côtés. Le roi Harald, alors, était furieux et s'élança devant les rangs, frappant de ses deux mains si fort qu'aucun casque ni aucune armure ne pouvait lui résister, et tous ceux qui étaient les plus proches reculèrent devant lui. À ce moment-là, les Anglais étaient tout près de prendre la fuite. Le roi Harald Sigurdsson fut touché par une flèche dans la trachée et ce fut sa blessure mortelle. L'historien et poète islandais Snorri Sturluson a également écrit sur la mort de Harald. Les Saxons s'enfuirent devant lui. Une flèche l'a touché au menton, mais il l'a arraché. Une autre flèche l'a touché à la gorge. Puis il s'est assis. Un ami lui a demandé s'il était blessé. Harald a dit « Ce n'est qu'une petite flèche, mais elle fait son travail. » Et puis il est mort. Ainsi, le guerrier le plus aguerri du champ de bataille, Harald Hardrada, le roi viking de Norvège, un homme dont les exploits couvraient le monde connu et dont la vie était tissée dans la légende même, trouva sa fin sur les plaines ensanglantées de Stamford Bridge. À l'âge de 50 ans, avec un héritage forgé dans d'innombrables batailles, il s'est vidé de son sang sur le sol froid de l'Angleterre. La Foudre du Nord, un nom qui inspirait la peur dans le cœur des hommes, mourut comme il avait vécu par l'épée. Son dernier souffle marqua la fin d'une époque, le crépuscule de l'ère viking. Avec sa disparition, les anciens pillards nordiques, autrefois redoutés, se transformèrent en échos de mythes, leurs sagas et exploits devenant la matière intemporelle de la légende. Le monde changea ce jour-là, la mort d'une légende annonçant l'aube d'une nouvelle ère. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Profils historiques.